Bonjour, l'heure aime ses agriculteurs. Après l'annulation du Salon international de l'agriculture à Paris, les organisateurs et le monde agricole ont souhaité un nouveau rendez-vous. C'est la semaine de l'agriculture française. L'heure organise sa déclinaison départementale sur nos fermes et en lien avec nos agriculteurs. Une semaine également très numérique. L'occasion de partager les talents des producteurs locaux, de nos filières, de nos territoires. Une agriculture essentielle, la crise du Covid nous l'a largement montré. Si 2020 a été une année compliquée, l'année 2021 demeure un challenge. Face à la pandémie, mais aussi face aux défis du quotidien que sont le renouvellement des générations, l'adaptation face au changement climatique, la préservation des ressources. Je vous propose 4 rencontres, 4 vies, 4 histoires, autour de 4 thèmes. Nous serons dans un instant avec Laure Figereux. On évoquera le rôle des femmes dans l'agriculture. On parlera des jeunes également, avec Marius Wetzel, avec Céline Vanier, une belle histoire, celle d'une reconversion réussie par passion dans l'agriculture. Et puis je vous invite tout de suite à venir me rejoindre, Frédéric Lamblin. La solidarité n'est pas un vain mot dans le monde agricole et vous allez pouvoir le démontrer. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse nous raconter votre vie. Vous avez une dizaine de minutes pour cela, puis je reviendrai ensuite échanger avec vous. Très bien, je vous remercie. Donc, je me présente, je suis Frédéric Lamblin, j'ai 47 ans. Et avec d'autres, j'ai créé, il y a maintenant 15 ans, une association qui s'appelle 1001 légumes, qui gère un potager conservatoire, un potager où on cultive des variétés anciennes de légumes. C'est une première forme d'expression de la solidarité en agriculture, c'est quand plusieurs personnes se mettent en commun sous forme associative pour mener une production agricole. Donc aujourd'hui, on est 7 salariés maintenant dans cette exploitation. 2 personnes et demie, pour être précis, travaillent vraiment sur la production maraîchère. Donc je vais vous présenter notre système de production. Donc on est, comme je l'ai précisé, une exploitation maraîchère où on produit donc des légumes en agriculture biologique sur 6 hectares. On commercialise ces légumes sous forme d'AMAP. Donc on est une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et là, c'est une autre forme de solidarité qui s'exprime. C'est qu'en fait, les gens qui habitent sur le secteur, sur le territoire, s'abonnent pour 1 an et s'engagent pendant 1 an à payer tous les mois. Pour nous, c'est 55 €. Ils payent 55 € par mois et toutes les semaines viennent chercher un panier de légumes de saison produits sur le site. Donc ils ne savent pas forcément, même s'ils s'en doutent, ce qu'ils vont avoir dans leur panier chaque semaine. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'une expression d'une solidarité qui est très intéressante parce que du coup, on n'a pas à se poser la question de si on va vendre nos légumes comme si on faisait des marchés ou des choses comme ça. Donc là, il n'y a aucun gaspillage. Tous les légumes qui sont récoltés sont distribués entre les adhérents. Une autre forme de solidarité qui se manifeste, c'est entre agriculteurs. On a une exploitation qui s'est installée à 2 pas de chez nous, qui s'appelle l'école des semeurs, qui est au pied du château de Beaumesnil, qui est une école une école de formation pour les personnes, les jeunes notamment, qui sont ce qu'on appelle décrocheurs scolaires. Et donc, avec cette école qui est juste à côté de chez nous, eh bien, il y a tout un mouvement de solidarité pour le prêt du matériel, l'échange la fourniture de légumes quand un en manque, etc. Donc ça, c'est une autre forme de solidarité. Et après, il y a une autre dimension en termes de solidarité, c'est par rapport à ce qu'on peut être amené à faire au niveau des personnes qui sont en difficulté financière. C'est-à-dire que, voilà, compte tenu, ça a été présenté tout à l'heure, compte tenu de la crise, etc., il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent avec des difficultés financières, qui n'ont pas du coup forcément les moyens de se nourrir correctement. Et là, grâce au département de l'Eure, à la mutualité sociale agricole, à la caisse d'allocation familiale et à l'Interco Berneterre de Normandie, on a pu mettre en place un projet qui s'intitule Panier solidaire. Et donc le principe, c'est que les personnes contre 1 € viennent chaque semaine pendant 2 mois chercher un panier
composée de légumes, mais aussi de produits laitiers par une productrice locale. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, en tout cas de notre point de vue, c'est que non seulement il y a une solidarité envers les personnes, mais il y a aussi une solidarité de par ces organisations, ces collectivités qui nous financent, il y a aussi une solidarité par rapport aux producteurs locaux. C'est-à-dire que là, on coche toutes les cases d'un projet qui, pour nous, nous semble vraiment très, très intéressant. Voilà, je n'ai pas encore parlé, donc ça c'est sur la partie agricole, on va dire. Après, nous, au niveau de notre association, depuis 2019, on est labellisé aussi CPIE, donc Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les actions de production, pour lesquelles on peut s'inscrire, on a aussi des actions d'éducation à l'environnement et de conseil auprès des collectivités. Donc ça nous permet actuellement, par exemple, de mener un projet sur la réintroduction du sonneur, du crapaud sonneur à ventre jaune dans le département de l'Eure, qui est menacé de disparition. Et ça nous permet aussi d'accueillir un grand nombre d'écoles et de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui est l'éducation à l'environnement. Pour nous, tout ça, c'est un tout. Dans nos statuts, dès le départ, on a bien précisé qu'on s'inscrivait dans l'éducation populaire et dans l'économie sociale et solidaire, ce qui est donc la thématique. Et depuis maintenant 15 ans, chaque année, on peut développer vraiment de nouvelles facettes grâce aux partenaires, de nouvelles facettes de nos actions. Voilà, je ne sais pas si ça a été suffisant, si je dois encore préciser des choses. Mais... On va les préciser ensemble, si vous le voulez bien. Directeur de l'association 1001 légumes, Frédéric, en quoi c'est important d'être un conservatoire comme cela ? Alors, on regarde vers l'avenir et vous, en même temps, vous regardez vers le passé. Est-ce que c'est important, justement, de connaître son passé, ces légumes oubliés, pour aller vers l'avenir et vers le changement climatique ? Alors, effectivement, c'est très, très important. Aujourd'hui, nous, par exemple, sur le site de Beauménil, on cultive plus de 150 variétés de tomates. Alors, n'importe qui pourrait nous dire à quoi ça sert, enfin s'il y a 2 variétés qui sont bonnes, à quoi ça sert d'en cultiver 150 ? Eh bien justement, compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu des nouvelles maladies, etc. qui peuvent arriver, peut-être que sur ces 50 variétés, il n'y en a qu'une qui va résister. Et si on ne l'a pas sauvée, si on ne l'a pas préservée, eh bien on ne pourra plus manger de tomates en 2030. Donc je suis un peu scénario catastrophe, mais c'est pour vous dire que la diversité, la vie, la biodiversité, c'est justement cultiver le maximum de variétés différentes. Et cette biodiversité, c'est aussi, ça passe par les amphibiens, vous en disiez un petit mot. En quoi c'est important, cette solidarité qui existe également entre la flore et la faune y arriver. Eh bien, tout ça, c'est en fait un écosystème. C'est-à-dire que nous, de la même manière qu'on a des haies tout autour de notre exploitation, la présence végétale et animale permet de créer un équilibre. C'est-à-dire que quand on a, je vais prendre un exemple classique, quand on a des pucerons qui font une attaque de culture, si on n'a pas de coccinelle ou de carabe pour pouvoir venir manger les pucerons, eh bien, on doit mettre des produits chimiques. Ce qui, nous, est impossible puisqu'on est en agriculture biologique. Et donc, en fait, ce qu'on essaye en permanence de recréer, c'est un équilibre entre prédateurs et prédatés. Il faut accepter d'avoir des pucerons sur son exploitation si on veut avoir des coccinelles. Parce que s'il n'y a pas de pucerons, eh ben, il n'y aura pas de coccinelles. Une question me vient en matière de solidarité. Vous êtes à Beauménil, à côté de celui qu'on appelle le Versailles normand, un merveilleux château. Est-ce qu'il y a aussi une complémentarité, une solidarité pour faire venir les écoles, par exemple, pour faire venir les citoyens dans votre exploitation, entre le tourisme et l'agriculture? Alors complètement, dès le départ, depuis 15 ans, quand on s'est installé au pied du château de Beauménil, les propriétaires, la fondation qui gère le château de Beauménil, c'est nos propriétaires, nous sommes locataires des terres. Et tout de suite, Monsieur Dumont-Saint-Prié, qui est président de la fondation, a tout de suite saisi l'opportunité de nous louer ces terres pour pouvoir faire une complémentarité entre la dimension
du château, le patrimoine bâti, on pourrait dire, et le patrimoine végétal. Et donc, bien sûr qu'il y a plein de collaborations, que ce soit pour des visites d'école, mais même des visites de groupe. Concrètement, si nous n'avions pas le château à proximité, nous n'aurions que très peu de visiteurs qui viendraient voir notre château. Parce que dans un département normand, rural comme l'est le département de l'Eure, accepter de payer une entrée pour visiter un endroit où on cultive des légumes, ça paraît très saugrenu, quoi. Donc là, la complémentarité des deux fonctionne bien. Donc attractivité de Beaumesnil pour son château, pour votre potager. Et combien de cars, combien d'écoles, par exemple, combien d'élèves vous accueillez chaque année? Alors, normalement, hein, évidemment, c'est ça, voilà. Période particulière 2019, c'est notre année de référence, parce que 2020, tout a été annulé, lié à la situation. 2019, c'était environ 2200 élèves qui sont venus entre mai et fin juin, donc de toutes les écoles du département et même de la région, hein. On a des écoles de Rouen qui font le déplacement pour la journée, pour participer à des découvertes des légumes, de la biodiversité, etc. Comme vous l'évoquiez, la période est particulière. Est-ce que vous avez vu naître de nouvelles solidarités pendant cette année et demie qui vient de s'écouler? Oui, alors, des nouvelles solidarités, des nouveaux comportements aussi, d'achat, etc. Donc, en fait, beaucoup de personnes sont venues nous voir en nous disant on vient vous acheter des légumes chez vous parce qu'on a envie de vous soutenir. Donc ça, c'est pour nous typiquement la marque d'une forme de solidarité. Après, tout l'enjeu, de faire en sorte que ça dure dans le temps et que... C'est ce que j'allais vous demander, le circuit court est à l'honneur. Est-ce qu'à votre avis, c'est une mode avec la période que nous connaissons et le Covid, ou c'est quelque chose de durable? Alors, moi, j'ai envie d'espérer que ce soit quelque chose de durable. Comment on peut faire pour que ça soit durable? Je pense que tout vient de la question économique. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, entre guillemets, du local, mais parce que ça s'explique, c'est que généralement, au niveau du coût, c'est plus cher. Et que si les consommateurs veulent devenir des consommateurs, il faut aussi qu'ils aient des ressources économiques pour pouvoir payer, n'acheter des tomates que quand c'est la saison, les payer au juste prix pour le producteur et pas se ruer sur les tomates qui viennent d'Espagne ou d'Italie, vendues en supermarché 3 fois moins cher que ce qu'on peut les produire, quoi. Et Frédéric, est-ce que vous pensez que en organisant ces visites, en sensibilisant les plus jeunes et leurs parents aussi au monde agricole, vous allez créer de futurs agriculteurs, des vocations? C'est déjà le cas parce qu'on accueille, j'en ai pas trop parlé, on accueille aussi pas mal de stagiaires et de services civiques, hein, et beaucoup ont l'intention après de produire, soit d'être salariés, soit de s'installer pour eux-mêmes pouvoir faire leur production. Et après, toute la dimension, on en revient toujours là, c'est de trouver le modèle économique qui permette de viabiliser. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, même si les gens peuvent trouver que les légumes, c'est cher, on entend souvent ça dans les remarques, en fait, quand on le remet aux coûts salariaux, aux coûts de production, en fait, on ne paye pas assez cher l'alimentation. Dans les années 60, on payait 30% du budget des familles était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, on est passé à 10%. Donc, à un moment, ça peut pas le faire. Donc, moi, j'encourage les jeunes à s'installer en agriculture, à produire des légumes. Il y a des besoins pour la restauration collective. Les collèges, par exemple, du département voudraient avoir plus de légumes bio et locaux. Et ils n'arrivent pas à trouver des producteurs. Le problème, c'est qu'il faut aussi que les producteurs puissent en vivre et ne s'installent pas pour 5 années. Et après 5 ans, après bosser 70 heures par semaine, n'arrive pas à tirer un SMIC, quoi. Frédéric Lamblin, merci beaucoup. 1001 légumes, c'est à Beaumesnil. Et vous évoquiez
des installations, des petits jeunes. Moi, je vais vous proposer dans un instant justement une reconversion de l'hôtellerie vers l'agriculture, une reconversion par passion avec cette Normande qui nous rejoint. Le département de l'Eure aime ses agricultrices. Céline Vanier, rejoignez-moi. Vous allez nous expliquer comment vous êtes passée des chambres d'hôtel aux champs de votre ferme. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse nous raconter ça. C'est parti. Donc, je m'appelle Céline Vanier, j'ai presque bientôt 40 ans. Je suis agricultrice depuis septembre 2015, donc à 34 ans si vous comptez bien. Je suis arrivée à la ferme. J'ai d'abord eu une première vie avant celle d'agricultrice. J'étais adjointe de direction en hôtellerie-restauration. Ça, c'est mon dernier métier officiel. Donc, pour vous expliquer un peu, on va commencer au début de ma vie. Je suis allée à l'école, comme tout le monde. Ça s'est très bien passé jusqu'au collège. Arrivée au lycée, ça s'est un petit peu compliqué. J'ai fait 5 ans et demi de lycée. Dans 3 lycées différents et j'ai pas réussi à avoir le bac. Donc ça partait plutôt mal. J'ai arrêté les études là parce que voilà, aucun intérêt de continuer de perdre son temps comme ça. Donc je suis entrée dans la vie active. D'abord, ça va être long. Hein. C'est parce qu'il y a pas mal de... Mon CV est un peu long si on fait le tour. J'étais aide de cuisine dans une crêperie à Évreux. C'était pas très passionnant et j'ai décidé de me diriger vers le soleil. Donc je suis partie dans les Landes. Là-bas, j'ai rencontré des saisonniers qui m'ont emmenée avec eux à la montagne. Et là, j'ai trouvé ça formidable de travailler parmi tous ces gens en vacances. Moi, je trouvais ça super. Ça correspondait très bien à mon mode de vie qui était un peu trop festif, disons. Et voilà, j'ai travaillé dans tout, surtout sauf l'hôtellerie-restauration. Pourtant en saison, il y a un paquet d'offres en hôtellerie-restauration, mais jamais je voulais travailler dans cette branche. C'était impossible pour moi d'envisager ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Donc j'ai fait un peu de tout. L'été, j'étais surtout dans les champs. J'ai travaillé pour des horticulteurs hollandais. J'ai castré des lys. Enfin, j'étais quand même un peu en plein air. Et puis un jour, j'ai eu un besoin de stabilité. Et donc, je me suis penchée sur des annonces, des petites annonces pour trouver un vrai travail. Un vrai travail, oui. J'ai trouvé une offre de formation en management hôtel-restaurant. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, allez, je fonce, j'y vais. On verra bien ce que ça donne. Et puis, j'ai réussi à valider mon diplôme. C'était la première fois de ma vie que j'écoutais un truc qui ressemblait à un cours. Ça a payé. Donc, j'ai fait cette formation en alternance et mon patron était tellement content de moi, il m'a gardée. Donc ça, c'était en région rouennaise, à Franqueville-Saint-Pierre. Donc, il m'a gardée, je suis restée. Et puis, un jour, il a vendu son hôtel. Et ben, il m'a vendue avec. Et là, les acheteurs, c'était des boulangers et qui n'avaient jamais vu ni un restaurant ni un hôtel de l'intérieur. Donc, je les ai formés. Je suis restée un peu avec eux et ils ont à leur tour vendu à un nouveau couple de boulangers. Donc, je les ai formés et là, je suis partie parce que je n'allais pas rester toute ma vie à Franqueville-Saint-Pierre. C'est offert à moi une opportunité de logement pour pas cher du tout en région parisienne. Alors, j'ai foncé sur les offres d'emploi. J'en trouve une à 26 km de là où j'avais un logement potentiel. Je postule, je fais l'entretien d'embauche et là, feeling avec le directeur, il me prend. Donc, me voilà arrivée à Aubervilliers pour l'habitat et à Créteil pour le travail, 26 km. Dans ma tête de Normande, c'était faisable. Dans la réalité parisienne, ça fait péter les plombs au volant, autant de bouchons. Le maximum de temps que j'ai mis pour faire ces 26 km, c'est quand même 2h45. Voilà, on a le temps d'en faire des kilomètres en Normandie en 2h45, mais pas là-bas. Donc j'ai fait quelques années là-bas et puis je vieillissais et puis je voyais mon père vieillir et puis je voyais que personne ne reprenait la ferme derrière lui dans le sens où il a 3 filles. Je suis l'aînée. Mes sœurs ont d'autres vies aussi que l'agriculture et je trouvais ça dommage de laisser ce patrimoine
S'envoler, non, mais je trouvais ça dommage que mon père ait passé toute sa vie, qu'il ait donné toute sa vie à sa ferme et que là, tout s'arrête en gros. Donc j'en ai parlé à mes sœurs qui m'ont dit mais oui, c'est vrai, c'est pas une fin terrible pour la ferme, quoi. Donc on a rencontré un conseiller de gestion qui nous a dit qu'il était possible de reprendre la ferme sans pour autant y travailler. Il fallait juste qu'une de nous 3 sœurs aille faire une formation qualifiante pour avoir la capacité agricole. Mes sœurs m'ont élue volontaire pour aller faire cette formation. Donc je suis allée. Et puis au bout de quelques semaines, en BPREA, je me suis dit, l'image de l'agriculture, enfin l'image que moi j'avais de l'agriculture, c'était très loin de la réalité. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait. Donc je suis retournée voir mes sœurs, le conseiller de gestion, et j'ai dit en fait moi je voudrais bien m'installer, quitter tout Paris, l'hôtel, tout ça. Et puis, on m'a dit, c'est possible. Et mes sœurs m'ont dit, t'es faite pour ça, vas-y. Et donc, je suis arrivée là, à Harcourt, à la ferme. Et puis, avec quand même 2-3 doutes. J'ai quitté Paris, j'en avais un peu marre des clients, c'est vrai, ça m'a quand même aidée. Le jour où le monsieur je ne sais plus ce qu'il voulait, ce client-là, et quand je lui ai expliqué que j'étais à son service et pas à sa disposition, et que j'ai dû expliquer ça à mon directeur parce qu'il n'était pas content, le client, forcément, j'ai dit bon, en fait, j'arrête. Et puis finalement, les champs de blé, ils sont vachement moins exigeants que les clients, au final. Donc voilà comment je suis arrivée dans l'agriculture. Avec quand même tout le temps en moi cette petite graine qui était là, puisque adolescente en tout cas, je faisais les moissons quand même avec mon père, tout ça. J'avais juste pas l'idée que je pouvais, moi, femme, m'installer en agriculture. Ça, on avait oublié de préciser que c'était possible et faisable. Donc je pense que tout le temps, cette idée a un petit peu mûri chez moi et que le jour où je me suis retrouvée à la ferme, moi, c'était évidemment ma place. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous de nous avoir raconté finalement cette belle histoire. En ce moment, vous avez remarqué, après les confinements, il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, entre autres des gens qui ont fait toute leur vie dans l'hôtellerie ou la restauration. Est-ce que vous leur conseillez l'agriculture? Est-ce que c'est facile de se reconvertir? C'est facile, pour moi, c'était pas très difficile, mais je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. C'est un métier où on a beau faire tout bien, donner le meilleur de soi tout le temps, travailler de la meilleure façon. Si la nature elle a décidé que la récolte elle serait pourrie, la récolte elle est pourrie. Et c'est dur à encaisser parfois. Est-ce que vous avez l'impression, je vous ai bien écouté, est-ce que maintenant vous avez l'impression d'avoir un vrai métier? Ouais, je pense que là c'est un vrai métier. Puis c'est un métier où on ne s'ennuie pas, où en saison on change tout le temps de lieu, de travail, d'équipe de travail, et là c'est les saisons qui changent toutes seules. Enfin, on ne s'ennuie jamais en agriculture. Enfin moi, en tout cas, je ne m'ennuie pas. Vous préférez le tracteur aujourd'hui à la voiture en région parisienne? Ah oui, là je peux y passer des heures, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux, toutes celles qui peut-être voudraient se tourner vers l'agriculture venant d'un autre milieu Alors vous, ça s'est fait assez naturellement quand on vous écoute, assez simplement. Est-ce qu'il y a quand même des écueils, des choses, des conseils que vous pourriez leur donner? S'il faut y aller, si vraiment... faut pas faire comme moi, vivoter, je regrette rien, je me suis bien amusée, mais si on a une idée au fond de soi, faut pas écouter les autres et puis il faut y aller, ça se passe toujours bien quand on fait ce qu'on aime. Vous y aviez déjà pensé, quelque part, secrètement, à ce monde agricole? J'ai fait un lycée agricole quand même dans mes nombreux lycées là. J'ai fait au moins 2 ans là-bas, c'est là que j'ai tenu le plus longtemps, donc j'y avais pensé. Et sans me l'avouer. L'important aujourd'hui, on dit que quand on aime son métier, c'est facile de se réveiller le matin pour y aller, c'est votre cas? Ah, c'est ça, aucun problème de réveil, plus jamais de panne de réveil, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants pour plus tard? Le tout petit veut être astronaute, alors il aime pas l'école. On ne peut pas rivaliser avec Thomas Pesquet déjà. Il aime pas l'école, donc ça part mal. Et le grand, il veut être agriculteur en ce moment, mais bon, ça change au fil des saisons. Donc. Question, vous êtes à Harcourt, il y a un château, il y a des touristes, vous avez une parfaite connaissance du monde hôtelier. Est-ce que vous avez envie Il y a beaucoup d'agriculteurs qui montent une activité périphérique pour accueillir des touristes chez eux. Est-ce que ça peut être votre cas?
Pas le mien, non. J'encourage ceux qui ont envie de se lancer. Moi, les clients, pour l'instant, j'ai eu mon compte. La ferme hôtel, c'est pas pour aujourd'hui? Non, c'est pas pour aujourd'hui. On verra ça après de la retraite, je pense, mais pas maintenant. D'accord. En tout cas, vous connaissez bien le milieu, vous pourrez peut-être conseiller vos voisins. C'est ça, pardon. Merci beaucoup, Céline. Merci. Vous, je ne vais pas vous demander votre âge, mais en tout cas, vous êtes jeune. On va s'intéresser dans un instant, justement, à cette jeunesse, à cette place de la jeunesse dans le monde agricole, au renouvellement des générations et du monde agricole. Avec Marius, il a 29 ans et il va prendre votre place. Merci beaucoup. Merci. L'heure aime ses agriculteurs et aime ses jeunes agriculteurs. Marius Wetzel, il est installé depuis 4 ans au Tillier en Vexin. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Marius Wetzel, j'ai 29 ans. Je suis installé au Tillier en Vexin en tant que jeune agriculteur depuis maintenant 4 ans. Avant de m'installer, j'ai fait des études dans l'agriculture et l'agroalimentaire. J'ai travaillé 2 années dans l'agroalimentaire en tant que manager équipe en usine. Donc j'ai pu apprendre plein de choses en termes de qualité sur les produits, mais aussi en termes de management et la vie avec une équipe. Ce qui m'a attiré le plus pour revenir dans l'exploitation, je crois que ça m'avait toujours manqué tout simplement. Travailler la terre, être dehors, et puis les animaux, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc je suis revenu sur l'exploitation en 2017 où j'ai créé un poulailler en poule pondeuse plein air. Ça a toujours été ma passion depuis que j'étais gamin, j'ai toujours eu des volailles, etc. Donc je me suis installé dans l'œuf et puis mon installation a mis un certain temps, le temps de monter mon bâtiment, etc. Et en parallèle, sur l'exploitation familiale avec ma mère, puis maintenant mon frère, on a monté notre marque de produits qui s'appelle Pousse de là, où là nous on produit des graines en agriculture biologique. Donc on a converti, le gros défi c'était de convertir toute l'exploitation familiale où on travaille à 7 maintenant sur 150 hectares, tout convertir en bio avec du coup la pression. On veut que ça reste une exploitation très propre, on veut produire toutes nos légumineuses sans mauvaises herbes et avec une qualité optimale. Donc c'est le gros du défi. On produit... désormais, on arrive à faire du quinoa, des lentilles vertes, des lentilles roses, des lentilles noires, du pois chiche, de la cameline qu'on associe avec les lentilles. On fait désormais de la chia, donc on essaie d'avoir une gamme de graines la plus large possible. Et puis quand on fait aussi du tournesol, ce qui me permet d'enchaîner là-dessus, on transforme aussi toutes les huiles qui nous permettent de produire de l'huile. Donc qu'on vend en direct. Ce qui est génial avec ce projet, ce deuxième projet, c'est que très régulièrement, en tout cas, on a un contact avec les consommateurs, donc avec les Eurois et autres gens qui peuvent passer sur l'exploitation à notre distributeur automatique ou qu'on rencontre sur les marchés. Et je dirais qu'en jeune agriculteur, ce qui me faisait peur dans le métier, au début, c'était peut-être d'être très seul sur l'exploitation, parce qu'on sait que ça peut être un métier aussi très solitaire. Et puis quand on est habitué à travailler à l'extérieur, rencontrer beaucoup de monde, on peut avoir peur, on peut s'interroger sur le fait d'être sans arrêt seul. Et puis au final, le fait d'avoir monté ces ateliers, ça fait que c'est très vivant. Et que du coup, je suis sans arrêt amené à rencontrer du monde. Comme aujourd'hui par exemple. Et donc ça, c'est un vrai bonheur et ça permet aussi d'échanger sur notre métier où on voit bien qu'on parle très régulièrement de nous et du coup, c'est génial de pouvoir expliquer ce qu'on fait et d'échanger avec les gens. Sur la partie graines, on a dû monter et installer des nouvelles machines de triage tout simplement pour vraiment partir de la graine brute au champ, récoltée, à une graine qu'on va ensacher et vendre en direct. Donc là, c'était... ce que j'adore, c'est que je retrouve un petit peu mes connaissances en agroalimentaire, où du coup, du produit qui arrive très brut, avec des menus pailles, potentiellement des cailloux, un bout de terre, et en travaillant un petit peu avec nos machines, on va jusqu'au trieur optique, donc une machine qui permet vraiment de retirer
le moindre petit déchet, on arrive à obtenir un super produit. Et je crois que quand je vois les exploitations autour de chez moi et le nombre de jeunes qui s'installent avec des produits, des productions qui sont hyper novatrices. Tout à l'heure, on va échanger avec Laure qui fait de la framboise. J'ai deux apiculteurs à côté de chez moi qui font des super miels. J'ai des producteurs de pommes de terre, la ferme du Til qui produisent de la petite grenaille. Et donc, j'ai aussi des amis qui se sont installés dans le cochon et qui ont des charcuteries et des boucheries à la ferme. Et puis, on voit qu'il y a un réel intérêt pour nos productions. On cherche vraiment à produire de la qualité. Tout à l'heure, Frédéric a parlé de prix qui peuvent de temps en temps paraître incroyables parce que même en étant en direct et avec des produits locaux, de temps en temps, on peut se retrouver un petit peu plus cher. Et en fait, ça, faut le comprendre parce que on embauche de la main-d'œuvre française, c'est pas forcément de l'import et où on peut produire, je prends l'exemple du bio parce que c'est ce que je connais un petit peu plus quand même, et de temps en temps, le bio qui est fait à l'autre bout du monde, en payant les gens ou en les sous-payant plutôt, c'est pas des systèmes qui fonctionnent très bien, en tout cas socialement. Et en France, nous, on est fiers de produire nos légumineuses, en tout cas pour notre cas, d'avoir pu embaucher, avoir un réel rôle de transmission parce que sur l'exploitation, on a Christophe qui a la cinquantaine, Audrey qui a 28 ans, et puis 2 apprentis. Donc là, on est en permanence en échange à apprendre tous ensemble. Sur les 4, il y en avait 3 qui n'étaient pas du milieu agricole et on apprend tous les jours. Ils m'ont appris énormément de choses, j'apprends avec eux. Et dans les 2 apprentis, là, on voit bien que du coup, le fait de travailler avec eux, de toute façon, on sait qu'il y aura une suite intéressante dans l'agriculture. Et tous ces projets-là, ça amène de l'emploi, ça crée une émulsion autour de l'agriculture qui est super intéressante. Et je crois que, d'autant plus avec la période actuelle, les consommateurs ont été super contents d'échanger avec nous. Et pour nous, c'est un vrai bonheur de savoir qu'on produit des choses de qualité, qu'on peut les commercialiser en direct et qu'il y a de l'attente derrière. Et on a vraiment des grandes capacités en France à avoir des produits de qualité, que ce soit pour la vente directe, mais aussi pour les cantines, etc. Donc voilà un petit peu mon petit message. C'est intéressant, Marius, ce que vous dites de la jeunesse, puisqu'on parle de la jeunesse. Vous êtes entouré de jeunes, vous êtes entouré d'apprentis, disiez-vous, et vous apprenez ensemble. Je trouve ça absolument formidable. Donc il y a vraiment un tissu là, l'avenir est en route. Oui, je le crois vraiment. J'apprends tous les jours, je ne suis pas très vieux non plus, mais de toute façon, même à tout âge, on peut apprendre. Il y a, dans un de mes salariés, j'ai un salarié qui était installé dans les travaux publics et qui était chef d'entreprise et qui avait son entreprise en terrassement. Et puis là, à 50 ans, il réapprend un nouveau métier dans l'agriculture. Et puis là, il y a ces jeunes qui, de toute façon, là, sont partis dans l'agriculture et ont l'air très épanouis. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire pour les jeunes. Et on a vraiment besoin aussi des jeunes. Et quand on se demande, quand on sait que certains jeunes, de temps en temps, cherchent un petit peu des voies et sont un petit peu perdus, je crois que moi, j'ai appris plein de choses, gamin, en bossant dans l'agriculture parce que, je sais pas, on apprend plein de valeurs de la vie, je crois, et d'échanges avec des anciens, des moins anciens. Et c'est des très bons moments, je trouve. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qu'ils soient fils ou filles d'agriculteurs ou non. À ceux qui nous regardent, là, vous avez envie de conseiller quoi ? On passe le bac aussi, on se demande ce qu'on va faire l'année prochaine. C'est quoi, à votre avis, le meilleur moyen de devenir agriculteur ? Je ne sais pas, aller découvrir, aller échanger peut-être déjà avec des agriculteurs en place, aller faire des stages. Moi, je prends des stages, mais je sais qu'il y a énormément d'exploitations qui prennent des stagiaires. Et après, si ces jeunes-là sentent qu'ils ont la fibre, qu'il y a quelque chose qui a un attrait pour l'agriculture, le fait de travailler avec la nature, je ne m'y connais pas très bien en études, mais je sais qu'il y a des diplômes, ça va du CAP au bac pro.
Et Au vos BTS, alternants, là, en oui. ce moment, chez vous, ils font quoi? Ils préparent quoi? Alors j'ai un alternant qui prépare sa licence, donc il est rentré en BTS chez nous. Il a eu son BTS, là maintenant il va avoir une licence et puis là il va partir dans une coopérative où là il va préparer un diplôme d'ingénieur. Et ensuite le deuxième apprenti qui est arrivé, là il termine sa première année de BTS et donc si tout va bien, parce que je pense que ça va le faire, l'année prochaine il aura son BTS. Après s'il souhaite faire une licence il pourra, libre à lui de choisir. Et avec tous ces diplômes, qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Ils veulent reprendre une ferme à leur tour ou travailler dans le milieu agricole? Mais je ne sais pas, ils feront ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît. C'est le principal, c'est de faire vraiment ce qu'ils vont aimer et ce qu'ils vont vouloir faire. Ce qui est sûr, c'est que dans le milieu agricole, de l'emploi, il y en a énormément. Ça va du conseil à la vente. On retrouve énormément de métiers en tout cas. Et pour tout type de diplôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour être quelqu'un qui a une grande valeur ajoutée pour le milieu agricole. Et ça, c'est important. On a vraiment besoin de tout le monde dans ce milieu et c'est vraiment important qu'on se retrouve tous, en tout cas pour ceux qui ont envie d'y participer, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas très longtemps, un agriculteur qui est peut-être en train de nous regarder d'ailleurs me disait je passe au bio, je suis obligé d'apprendre un nouveau métier, c'est vrai? C'est vrai. On parlait juste avant en tout cas des jeunes, etc. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, ça a créé de l'emploi et ça a permis le fait de passer en bio et de vendre en direct. Il y a plus de valeur ajoutée et donc du coup, ça nous a permis de créer de l'emploi. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, réapprendre le métier, c'est sûr. On revient sur des techniques de temps en temps un peu ancestrales. Pardon. Je me suis amusé cette année en semant mon tournesol à suivre les lunes, chose, moi qui suis plutôt cartésien, que j'aurais jamais pensé faire. Mais en tout cas, cette année, j'ai fait mes essais comme ça. Et après, sinon, on réapprend le métier parce que en retirant les produits, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, le désherbage, il n'était que manuel. Maintenant, on en fait un petit peu. Mais on a vraiment des outils très performants pour pratiquer le désherbage en agriculture biologique. Je parle de bineuses qui vont biner derrière un tracteur et qui vont se guider toutes seules par caméra. Donc, on a vraiment des outils qui sont de plus en plus high-tech. Et puis, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai vu que globalement, les travaux très pénibles, on sait les remplacer, du moins cette pénibilité et les efforts difficiles pour le corps humain, on sait les remplacer par des robots. Et je pense que dans l'agriculture, dans 10 ans, on verra plutôt des jeunes qui piloteront un robot ou qui auront de la surveillance à faire et qui pourront aussi du coup laisser ces tâches de désherbage un peu plus physiques et un peu plus difficiles de temps en temps aux nouvelles technologies. Ah ouais, je pense que ça arrivera. Ces jeunes qui sont en formation avec vous en ce moment, autour de vous, vous le disiez tout à l'heure, il y a d'autres expériences, des amis à vous. Ouais. Alors on écoutera Laure dans quelques minutes, mais Oui. les autres, pouvez nous en proposer quelques-unes de ces expériences que vous vivez autour de chez vous? Quel est l'état d'esprit de cette jeunesse dans le monde agricole? Je pense à un de mes bons copains, Pierre, par exemple, la ferme du Bosque Renard. Il est revenu sur l'exploitation familiale où il y avait déjà du porc sur paille. Puis ils ont amélioré, ils n'ont pas arrêté de progresser et ils ont monté une toute nouvelle boucherie, charcuterie à la ferme qui est simplement splendide. En plus, on échange parce que ils peuvent aussi mettre en vente mes légumineuses, d'autres produits de producteurs locaux. Donc ça, c'est un des exemples qui me vient. Ils ont créé aussi beaucoup d'emplois parce qu'ils font aussi 3 marchés par semaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et tout simplement, il faut des vendeurs, il faut du monde qui travaille autour de tout ça. Et quand on vend des produits comme ils le font de qualité, on sait que c'est tout simplement un super exemple. Et puis, des ruchers qui sont installés à côté. Il y a énormément d'exemples et c'est des jeunes qui sont, je crois, heureux de s'être installés, créer avoir des nouveaux projets en tout cas en permanence, et qui sont contents de travailler avec des jeunes, soit parce qu'on est entre jeunes comme ça, mais aussi avec des jeunes salariés qui s'intéressent maintenant au monde agricole, qui n'auraient pas forcément pensé au monde agricole avant.
Le monde agricole, ces circuits courts, vous le disiez, qui créent de l'emploi hein, sur les marchés, par exemple, les boutiques dans les fermes qui se multiplient. Ouais. C'est l'occasion pour vous de vendre vos produits chez vos amis et partenaires. Et ça crée de l'emploi, des emplois qui, par définition, ne sont pas délocalisables. Donc c'est vraiment important. Ah, ça, c'est sûr, oui. C'est des emplois avec des personnes qui sont sur le territoire. Nous, les 2 apprentis et nos 2 salariés vivent dans notre village, au Tillier-en-Vexin. Donc, on ne peut pas faire plus local. Et puis, il n'y a pas besoin de prendre la voiture tous les matins. Et il y a un bilan carbone qui est intéressant quand même là-dessus. Et c'est de l'emploi, où je crois qu'ils sont ravis de nous aider. Et puis, nous, en tout cas, on est sur l'exploitation, ravis de travailler avec eux. Et donc, c'est hyper positif. Merci beaucoup Marius Wetzel. Au Tillier-en-Vexin, c'est là qu'on vous rencontre, qu'on vous croise, si on veut échanger, si on veut envoyer les jeunes en stage, peut-être c'est vous qu'il faut contacter, vous saurez nous diriger ensuite. Merci beaucoup. Merci vous l'avez évoqué, Laure nous rejoint pour une vie de femme agricultrice au goût de framboise. Laure aime les agricultrices. Laure Figereux, rejoignez-moi. Vous êtes l'une d'entre elles. Et je le disais, un portrait au goût de framboise. De framboise, donc justement un exemple de production d'une femme agricultrice dans l'Eure. Voilà. Installée entre les Andelys et la vallée de l'Andelle. Moi, je vais boire un petit verre de tout cela en vous écoutant. Donc bonjour, Laure Figereux, agricultrice entre les Andelys et la vallée de l'Andelle, avec mon père et mon mari. Nous exploitons des grandes cultures, traditionnelles chez nous dans le Vexin, donc blé, orge, colza, betterave sucrière, lin textile et luzerne déshydratée. On a aussi un atelier de production de vaches laitières, 750 000 litres de lait avec un robot de traite. Et j'ai moi développé en revenant sur l'exploitation en 2015 un atelier de production de framboises en circuit court, en agriculture biologique. Pour l'ensemble de ces ateliers, nous employons 3 personnes permanentes, dont 2 femmes. Donc les femmes en agriculture, ça se traduit aussi dans l'emploi, dans le salariat agricole. Et puis on rajoute à cela l'équivalent de 4-5 équivalents de temps plein saisonniers sur l'activité framboise. Et les saisonniers à l'activité framboise, c'est de la cueillette. Donc on compte aussi beaucoup de femmes sur cette responsabilité-là. Donc voilà, donc l'agriculture aujourd'hui, effectivement, ça se décline aussi au féminin. Pour moi, c'est quelque chose qui était d'une évidence puisque ma mère était agricultrice, mes grands-mères étaient agricultrices. Et donc la question s'est jamais posée. C'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture et que j'ai continué dans les semences. Donc habituée à ce milieu finalement masculin, même si c'est effectivement pas toujours naturel pour les gens de considérer que la femme peut elle aussi être gérante de son exploitation et elle aussi monter sur le matériel agricole. Il faut juste savoir que finalement les femmes en agriculture, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis longtemps. Elles étaient parfois pas toujours très visibles. Parce qu'elles étaient plus aux soins des animaux ou à l'organisation logistique derrière, et c'est plutôt les hommes qui portaient les différents mandats. Je suis aussi vice-présidente de la coopérative de déshydratation de luzerne et de pulpe de betterave qui se situe à Saucey-la-Campagne. Donc on a aussi aujourd'hui un mouvement de féminisation de nos conseils d'administration de coopératives et de diverses organisations autour de l'agriculture. Et après, je pense que c'est juste une question de coller à la réalité du terrain. C'est de plus en plus facile aussi d'être agricultrice aujourd'hui parce que le progrès, la mécanisation le permet. On a évoqué éventuellement avec Marius auparavant. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de soulager un petit peu la contrainte physique et finalement, on peut tous y arriver. Voilà, tous et toutes. Donc après, les différences peut-être entre une femme agricultrice et un homme agriculteur, il fut un temps, les ateliers de diversification, j'en ai monté un, étaient quelque chose qui était effectivement très conduit ou plutôt conduit par les femmes. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui est plus forcément vrai. On l'a vu, moi dans le Vexin, on a Marius qui a monté Pousse de là, on a Xavier avec ses ruchers, Julien aussi. Voilà, c'est quelque chose qui s'est détaché du genre
Par contre, peut-être il fallait trouver une petite différence au niveau de la communication. C'est souvent les femmes maintenant que l'on envoie quand il faut avoir des missions de communication. Et puis on a peut-être un petit feeling marketing un petit peu différent, voilà, ou un peu plus accru sur ce sujet. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres différences et que l'agriculture, c'est comme tous les secteurs économiques. Finalement, c'est une question que les femmes doivent se faire confiance et pour se faire leur place. Et on y a notre place. Et peut-être une petite différence, ce serait d'un point de vue organisation et délégation de tâches. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est femme, on est aussi mère de famille en général. En tout cas, on peut le souhaiter. Et forcément, on a un emploi du temps qui est beaucoup plus cadré vis-à-vis de nos enfants. Et de ce fait, on a une porosité entre l'emploi du temps de la vie personnelle et de la vie professionnelle qui est un peu moins grande que pour nos collègues masculins parce que l'école, elle se termine à 16h30 et qu'il n'y a pas le choix d'aller chercher les enfants. Et donc c'est peut-être, du coup, derrière, dans notre façon de gérer la ferme, c'est sans doute un peu différent parce qu'on va mieux organiser notre emploi du temps. Et puis, on va éviter de déborder sur notre vie personnelle. Et puis, ce qui va nous amener aussi à déléguer davantage nos tâches, donc à aller plus vers du salariat ou plus vers des prestataires. Donc finalement, peut-être qu'une exploitation agricole gérée par une femme va plus faire intervenir différents prestataires, peut-être avoir une ouverture vers l'extérieur un petit peu plus grande que certains de nos collègues masculins. Moi, je suis content de vous rencontrer parce que j'ai déjà eu l'occasion dans des boutiques en circuit court de manger des framboises. Il y avait écrit Ida dessus. Maintenant, je mets un visage sur les framboises. Voilà. J'en suis ravi. Pourquoi Ida d'ailleurs ? Alors Ida, il fallait trouver un nom à cette activité framboise. Voilà, c'est une marque que l'on a déposée. En fait, Ida, d'un côté, moi je trouvais que mon projet était un tant soit peu innovant dans Vexin. Alors aujourd'hui, les projets se sont multipliés, mais à ce moment-là, on n'était pas très nombreux à avoir développé ces projets en circuit court. Donc du coup, c'était innovation, développement agricole, mais c'est aussi une légende. Racontez-moi. Et alors, la légende dit que Ida était une nymphe et que la nymphe était la nourrice de Zeus. Et un jour, Zeus fait une grosse colère. Alors la nymphe cherche à calmer Zeus, était à côté de baies, se penche pour lui en cueillir, ce faisant se pique le sein et donne la couleur à jamais aux framboises. Et donc en latin, la framboise, ça se dit rubus idaeus, donc la ronce d'Ida. Voilà. Et c'est pas moi, Ida. Voilà. Et vous fabriquez quoi, à part cette délicieuse boisson que je buvais en coulisses là ? Eh bien, en fait, donc on vend l'essentiel de nos framboises fraîches pendant toute l'année, donc pendant la période de production, donc qui s'étale de début juin à mi-octobre. Et puis, ce qu'on ne vend pas en frais, on le surgèle. On en vend surgelé pendant toute l'année. Donc voilà, il existe des produits aujourd'hui locaux, bio, en surgelé. On n'est pas obligé de chercher une framboise de Serbie, d'Espagne ou de Chili, de que sais-je. Et puis on en transforme une petite partie donc en apéritif de framboise sans alcool, en sirop, en confiture et en gelée. Les femmes dans l'agriculture, ça me fait penser un peu aux femmes dans l'artisanat. Elles ont toujours été là et aujourd'hui, ça devient des artisanes. C'est-à-dire que ça devient des chefs d'entreprise aussi. Avant, on ne s'autorisait pas le droit de le faire. On manquait de rôle modèle, dit-on, en tout cas d'exemple à suivre. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'être un rôle modèle, d'être un exemple suivi par d'autres jeunes femmes aujourd'hui ? C'est une bonne question. Pourquoi pas être un modèle, c'est toujours... Est-ce que vous en avez envie, en tout cas, d'être un modèle ? C'est assez flatteur. Après, je pense qu'il y avait déjà des modèles avant nous. Il y avait déjà des générations qui nous précédaient, des filles d'agriculteurs, parce que du coup, c'est mon cas, des filles d'agriculteurs qui reprenaient le flambeau de la ferme malgré ce que pouvaient croire les voisins. Donc, je pense que, par contre, aujourd'hui, effectivement, ces projets en circuit court nous permettent d'avoir un affichage et de mettre davantage en évidence la place des femmes en agriculture, ce qui était peut-être un peu moins vrai quand cet engouement autour des circuits courts était un peu moindre. Vous avez évoqué l'organisation qui ne serait pas la même selon le sexe, et ça, je veux bien vous croire. Vous, c'est important de préserver la vie de famille ? J'ai fait le choix de revenir aussi sur une exploitation agricole parce que derrière, il y a un cadre de vie. Il y a le fait, j'ai travaillé pendant 5 ans avant où je voyageais partout en Europe. Le fait de revenir sur une exploitation, c'est aussi le fait de se poser et d'offrir un cadre de vie rural à nos enfants. Et donc, si finalement, c'est pour les laisser du matin jusqu'au soir chez des nounous et puis ne pas leur donner
l'opportunité d'aller passer du temps sur la ferme avec nous, ce serait un peu dommage. Mais donc forcément pour qu'ils puissent apprendre sur la ferme et puis découvrir voilà, toutes ces petites choses, ces petites bêtes, tout ce qu'on peut découvrir de la biologie et de la vie sur nos fermes, il faut donc les avoir avec nous. Donc si je vous écoute bien et si je vous regarde, je me dis que si certaines émissions de télévision laissent à penser que l'agriculteur ou l'agricultrice est quelqu'un qui vit tout seul dans sa ferme et qui a du mal à rencontrer du monde, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vraiment la réalité. Alors, c'est absolument pas la réalité parce qu'en fait, l'agriculture fait appel à plein de métiers et plein de compétences différentes et nos salariés sont souvent surpris par le nombre de gens qui peuvent venir sur nos fermes en permanence. Et ça n'a absolument pas été mon choix. C'est aussi pour ça que j'ai développé le projet des Jardins Ida parce qu'en fait, je voulais pouvoir aller à la rencontre et maintenir ce dialogue avec le milieu extérieur à l'agriculture. Et on en a parlé d'autres exemples et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Ouais. Tout à l'heure, vous me disiez, en voyant Marius représenter la jeunesse sur ce plateau, vous disiez, bah, c'est dommage parce qu'à peu de choses près, j'aurais pu le faire aussi. Oui, mais vous, c'est les femmes. Mais finalement, vous représentez les jeunes femmes dans l'agriculture. À quel moment, à votre avis, on vous colle plus l'adjectif de jeunes que de femmes ou de femmes que de jeunes, voilà, dans les différents aspects de votre métier et les difficultés que tout cela peut provoquer? Bah, ça dépend. Quand on nous sollicite pour avoir un mandat, ce serait peut-être des fois l'aspect femme. Mais l'aspect jeune, enfin les deux fonctionnent ensemble en fait. C'est quelque chose qui plaît. Et puis quand on fait des circuits courts et qu'on expose nos produits, et ben je pense que les deux jouent aussi, ouais, un peu. Alors bon, j'espère que la jeunesse durera, mais les deux plaisent. Et puis encore une fois, je pense que c'est cette capacité à pouvoir communiquer et échanger avec les autres que l'on a peut-être un peu plus en tant que femme. J'assiste pas aux réunions de coopératives, mais vous, oui, on y croise qui en général? Parce que vous me dites, je me suis impliqué, on y croise des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes? Alors, on y croise des hommes. On y croise quelques rares femmes, on y croise des hommes. Et les femmes sont souvent les assistantes, malheureusement. Donc, il faut se faire sa place parmi ces hommes. Mais quand on a un discours techniquement valable, eh bien, on est écouté comme les autres. Et c'est important pour vous, cette implication? Est-ce que vous invitez les autres agricultrices à vous rejoindre? Oui, aujourd'hui, il faut vraiment, c'est ce que je disais, il faut vraiment que nos institutions agricoles, quelles qu'elles soient, soient représentatives de notre population agricole et dans une dynamique où il y a de plus en plus de femmes qui s'installent. Il faut aussi que ces femmes soient représentées dans nos institutions, mais avec effectivement cette difficulté de dire on a souvent ce rôle derrière de famille qui fait qu'au niveau de l'emploi du temps, on est vite contraint. Donc il faut apprendre à alléger les programmes, il faut apprendre à aller à l'essentiel, mais ils y parviennent. On met en place des ordres du jour et des méthodes qui permettent d'être un peu plus efficaces. Et bien s'entourer donc aussi. Et absolument, oui, bien s'entourer, oui. Vos produits, est-ce qu'on les trouve sur cestfaitdansl'heure.fr? Bien sûr, oui, C'est fait dans l'heure est une référence, je crois, dans le département pour en tout cas identifier l'ensemble des produits en circuit court qui sont disponibles aujourd'hui. C'est fait dans l'heure, bienvenue à la ferme, les deux fonctionnent ensemble. Il ne faut pas hésiter à aller voir, à visiter le site pour identifier l'ensemble de ces produits. Il y en a souvent à côté de notre porte. Moi, quand je parle aux enfants, aux parents d'élèves à la sortie de l'école, souvent, ils n'ont pas conscience qu'ils ont ça juste à côté d'eux. Donc, voilà, je communique sur ces réseaux et puis là, ils découvrent qu'en fait, il y a plein de choses autour de chez eux. C'est formidable. Et donc, il faut aller voir. Et puis souvent, il y a aussi des communications sur les différents événements qui sont organisés par les différents producteurs. Nous, on fait une porte ouverte à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture au mois de juin. Donc, il y a plein d'opérations comme ça qui sont organisées tout au long de l'année chez les producteurs. Il faut aller les voir pour découvrir notre métier. Laure Figereux, dans le Vexin normand. Merci beaucoup, alias Madame Framboise, Madame Ida, merci. Laure, Marius, Céline ou encore Frédéric, vous voyez pourquoi l'heure aime ses agriculteurs et ses agricultrices. On vous aime. cestfaitdansl'heure.fr pour retrouver tous les produits de notre région, de notre département. Merci d'avoir été avec nous.